Merci de nous retrouver sur Cap News 24. C'est la deuxième, pour le moment la dernière livraison de cette semaine. Nous sommes le dimanche 8 décembre 2013. Assemblée nationale, bientôt la fin de la session parlementaire. La dernière ligne droite est amorcée depuis ce 8 décembre 2013 avec l'ouverture donc ce jour de la plénière d'adoption du budget. Les députés ont ainsi commencé la lecture progressive du volumineux document de 380 pages qui devrait leur permettre d'interroger avec beaucoup d'exactitude les membres du gouvernement appelés à défiler devant le Parlement pour défendre chacun l'enveloppe budgétaire allouée à son département ministériel. Nous irons également à l'étranger avec Ariane Afrique du Sud, le début d'une semaine de deuil officiel. Le pays est appelé à prier, chanter et danser pour Nelson Mandela. Le leader ou alors de la lutte anti-apartheid est décédé dans la nuit du 5 au 6 décembre 2013 dernier. Voilà pour le sommaire. Merci de nous retrouver sur Canal 24. Bonsoir à tous. Allons donc du côté de l'Assemblée nationale, tel qu'on le disait dans les titres, pour dire que c'est bientôt la fin de la session parlementaire et la dernière ligne droite est amorcée depuis ce matin avec l'ouverture de la plénière d'adoption du budget. Les députés ont commencé la lecture progressive du volumineux document de 380 pages qui va leur permettre d'interroger avec beaucoup d'exactitude les membres du gouvernement, appelés plutôt chacun à défendre l'enveloppe budgétaire allouée à son département ministériel. Ambiance d'une plénière, pas comme les autres, c'est avec Alexis Claude Amourou, Donald Anzoa, Divinapi pour le récit. Députés et membres du gouvernement ont investi l'enceinte de l'Auguste Chambre aux premières heures de la matinée dans l'optique de prendre part à la plénière d'adoption du budget. Passé les civilités d'usage, le président de l'Assemblée nationale, le très honorable cavalier Yégué Djibril, va décliner les grands axes de l'exercice de ce 7 décembre. Il sera question pour les députés de prendre connaissance avec le projet budget dont les informations sont contenues dans un document de 380 pages. Le rapporteur de la Commission des finances se chargera de donner lecture des 100 premières pages sur les 180 attendues. Cette approche sera rejetée par le groupe parlementaire du Social Democratic Front. Les représentants du parti de la balance estimant qu'il est absurde de lire une partie du document en attendant l'arrivée de la deuxième et troisième partie. Ils proposent donc que le document complet soit prêt pour une lecture harmonisée. Un avis que ne partagera pas le président de l'Assemblée nationale qui va user de la posture pour inviter les uns et les autres à se prononcer sur le coût du mode de lecture à adopter. Sur l'ensemble des partis présents, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC s'en tire avec une bonne majorité pour la lecture progressive du document contre 17 refus. Le rapporteur de la Commission des finances peut alors continuer sa lecture et capte l'écoute attentive de ses camarades parlementaires et du parterre important des membres du gouvernement. Pour l'instant, nul ne sait l'heure à laquelle les ministres vont passer devant les députés de la nation, défendre à tour de rôle les enveloppes budgétaires de leur département ministériel, ce qui laisse du coup pantois sur l'heure exacte de l'adoption du budget 2014. Voilà, il a donc été adopté ce matin le budget. Actuellement, il est du côté du Sénat où les sénateurs devraient également se prononcer avec le passage donc des membres du gouvernement et qui y est donc attendu. Parlons cette fois de la culture. Exit le Salon du Livre Salia 2013. La première édition de cette grande messe des professionnels du livre a quitté la scène ce week-end à la centrale de lecture de Yaoundé. C'est dans la capitale politique du pays. Et à l'heure du bilan, c'est plutôt un satisfecit général qui se dégage en dépit de l'absence des pages de l'e-book sur les écrans du Salia 2013. Ce rendez-vous aura réussi le pari de la mobilisation. Il y avait au moins 3500 amoureux du livre avec 1500 qui se recrutaient dans la classe des apprenants des différents ordres d'enseignement. Le ministre des Arts et de la Culture n'a pas d'ailleurs caché sa joie. Elle a annoncé la prochaine édition pour le mois de mars 2015. Voici une attitude de Amatou Toumouna au sorti donc du premier salon, de la première édition du salon du livre à Yaoundé. Elle s'exprime au micro de Cam 24. Quelques perspectives aux prochaines éditions du Salia, mais aussi au secteur du livre qui, de notre avis, est l'une des pistes à exploiter pour la contribution des industries culturelles au développement économique de notre pays avec un regard sur son émergence. Nous envisageons la prochaine édition en 2015 avec éventuellement un site un peu plus grand afin de répondre aux sollicitations de plus en plus nombreuses des professionnels nationaux et étrangers qui manifestent le désir de participer à cette grande foire du livre et aussi
nous promettons de nous prendre un peu plus tôt, c'est-à-dire au moins 1 an à l'avance. Cette édition se voudra également celle qui nous conduira vers un salon de référence dans la sous-région. Du côté de l'enseignement supérieur, c'était la sortie des nouveaux enseignants cette semaine. La 52e promotion de l'école normale supérieure est donc sortie des salles de formation. Et c'était au cours d'une cérémonie de remise des diplômes au Seigneur de la Craie, présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo, en présence de ses collègues du gouvernement, enseignants, parents et amis. Le ministre a d'ailleurs rappelé à ses éducateurs les sacro-saints principes de l'enseignement. Alexis Claude Amougon, Donald Anouzoa et Divina Pi pour le récit. Le palais polyvalent des sports s'est avéré étroit pour contenir cette masse humaine venue nombreuse célébrer les leurs. La 52e promotion de l'école normale supérieure de Yaoundé méritait bien cet honneur. Elle, qui a reçu du ministre de l'Enseignement supérieur l'onction et les astuces de cette profession qui moule au fil des ans des cerveaux appelés à servir la nation. Le sentiment d'avoir reçu une formation de qualité dans un contexte où la profession a du mal à retrouver ses lettres de noblesse d'antan s'avère être un défi relevé par ceux des jeunes Camerounais qui choisissent encore ces filières. En attendant d'être jugé au pied du tableau noir, l'artiste de la Craie a bien droit à ce bouquet de fleurs qui précède les réjouissances en famille. C'était l'un des temps forts de l'information de l'actualité cette semaine sur CAMS 24, le programme national de transfusion sanguine qui s'est mis sur les rails. Il a été présenté à Yaoundé par le ministre en charge du domaine, en l'occurrence le ministre de la Santé publique. Il faut dire que ce dernier arrive au moment où environ 60 000 unités de sang sont collectées par an contre un besoin estimé à plus de 150 000 et 292 000 unités. Les récentes enquêtes sur la question démontrent d'ailleurs que seuls 10% du sang collecté provient des donneurs non rémunérés et 90% des membres de la famille et des donneurs rémunérés, lesquels sont le plus souvent considérés comme étant des donneurs à haut risque à cause de la forte probabilité de transmission des infections aux récepteurs. Le détail est avec Marcel Vondo-Abin, CHTK et Ritichu. Réaliser des tests de diagnostic avec moins de difficultés grâce à un programme national de transfusion sanguine est l'ambition de cette autre sortie du ministre de la Santé publique. André Mamofouda, qui insiste sur son importance, a dit comment le gouvernement va aider à la réalisation des tests de diagnostic dans toutes les 10 régions du pays afin de réduire les infections liées à la transfusion sanguine chez les récepteurs camerounais. Après la cérémonie, ce programme salvateur de l'État vise à mieux garantir l'approvisionnement en dons de sang, sécurisé et disponible à temps voulu pour les transfusions dans les hôpitaux. Aussi, il permettra d'améliorer la collecte mobile de sang et par conséquence d'augmenter le taux d'approvisionnement en sang provenant de donneurs non rémunérés, mais surtout de promouvoir la fiabilité à long terme des systèmes cherchant à garantir un sang sécurisé au Cameroun. Cette initiative intervient en complément d'efforts du gouvernement en accord avec celui américain visant à éradiquer les maladies tropicales négligées telles que la filariose lymphatique, l'onchocercose, la schistosomiase, la trypanosomie, les mythes transmises par le sol et le tramol. Soulignons qu'en 2012 déjà, le gouvernement américain a octroyé 6 millions de dollars, soit environ 3 milliards de francs CFA, pour soigner 10 millions de Camerounais atteints par l'une ou plusieurs de ces maladies surmentionnées. Parlons cette fois du développement de l'activité piscicole avec la Commission régionale des pêches du Golfe de Guinée qui était en conclave à Douala, la capitale économique du Cameroun cette semaine. Ces assises qui rentraient dans le cadre de l'atelier final du programme d'appui au renforcement des actions en faveur de la bonne gouvernance des pêches dans la zone COREP visait une meilleure contribution des pêches aux objectifs macroéconomiques nationaux et sous-régionaux. Et pendant 3 jours, les directeurs des pêches de l'espace COREP et les experts réunis dans la capitale économique du pays ont eu à cœur d'arriver jusqu'au suivi ainsi que de l'évaluation de potentiel halieutique. Ceci dans le cadre de la bonne gouvernance régionale et également entrepris des réformes institutionnelles. Pour plus de détails, retrouvons Benoît Dormo et Donald Anouzoa.
Le présent atelier de clôture du programme PAF-NEPAD d'appui à la Commission régionale des pêches du Golfe de Guinée, COREP en sigle, a pour objectif de faire la restitution et la validation des documents relatifs au projet en cours. C'est donc faire le point de tout ce qui s'est passé autour de ce programme. Donc voir les points forts, quels ont été les points faibles et comment faire si on doit aller à un programme 2. Qu'est-ce que les pays suggèrent? Parce que vous savez, nous en sommes la portion régionale. Mais la mise en œuvre se passe au niveau des États. Le programme, lancé les 5 et 6 juillet 2011 à Sao Tomé et Principe, devrait concourir à trouver une réponse à l'une des préoccupations du plan d'action stratégique 2009-2015 de la COREP, à savoir l'évaluation et la caractérisation du potentiel économique associé aux ressources halieutiques de rente. Aussi, ne ménage-t-on aucun effort pour renforcer et consolider la voie africaine dans la gouvernance et le suivi de la pêche en haute mer. Ce que l'on constate dans le secteur des pêches, le privé national, il n'y en a pas assez. Vous parlez des bateaux. Les bateaux qui viennent, c'est des bateaux étrangers. Et avec ces bateaux étrangers, souvent, ils interviennent sans licence. Ils appliquent et ils font ce qu'on appelle la pêche illicite. Et quand ils font de la pêche illicite, certains même vous raclent même les flétins. Donc cela est très dommageable pour nos États. Parce que si nous n'avons pas la ressource, demain nous ferons quoi? À la date butoir des travaux fixée au 6 du mois en cours, l'on pourrait aboutir à l'adoption des documents élaborés par les experts internationaux et la détermination des activités prioritaires pour un deuxième programme PAF-NEPAD. Dans les municipalités, à présent, le nouvel exécutif de la commune de Guidère pour les 5 prochaines années est désormais aux commandes. Le maire Younous Abouba et ses 4 adjoints ont été installés ce week-end au cours d'une cérémonie que présidait le préfet du département du Mayoluti, Balongeli et Bounet Confiance. Il a d'ailleurs invité ces derniers à se mettre au travail pour mériter les acclamations de ce public et qui lui avait déjà renouvelé sa confiance au 30 septembre 2013 dernier. C'était lors de la double constatation électorale, législative et municipale. Les détails avec Giscard Bonnier et Bintouakoum. L'élite du département du Mayoluti a fait le déplacement de Guidère pour assister à l'installation officielle du nouvel exécutif communal aux couleurs de l'UNDP Younous Abouba et ses 4 adjoints élus lors du double scrutin du 30 septembre dernier. Joie et curiosité ont envahi l'enceinte de la commune de Guidère où plusieurs groupes de danse du terroir et particulièrement ceux de la danse guidare dénommée Gouma, qui est une exhibition sans érotisme, fait partie de l'identité de ces peuples de cette localité de la région du Nord. Le porte-parole des populations de la commune de Guidère, en prenant la parole, a remercié les acteurs des échéances électorales du 30 septembre 2013, à savoir Elekam, pour la bonne organisation du scrutin. Le préfet du Mayoluti, Confiance Balongeli et Bouné, en installant les nouveaux élus, leur a rappelé les devoirs et les missions qui leur incombent. Vous disposez d'assez de ressources naturelles, d'atouts et un personnel qualifié pour générer des ressources propres à la commune, a déclaré le préfet, qui leur a également demandé de s'occuper de l'hygiène et de la salubrité dans la ville, de combattre le désordre urbain et d'encadrer le secteur des mototaxis, tout en interpellant la population à venir en aide à la nouvelle équipe dirigeante. Dans la région du Nord-Ouest Cameroun, l'actualité, c'est encore les membres régionaux de la Commission nationale des droits de l'homme qui sont désormais outillés des méthodes adéquates permettant aux couches vulnérables d'émerger au sein de la société. C'est la principale préoccupation qui venait d'être au centre d'un séminaire d'un jour qui s'est tenu récemment à Bamenda en prélude à la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. Il faut dire que le séminaire s'est tenu lui-même en présence d'une vingtaine de participants, des organisations non gouvernementales et des différentes administrations de la région du Nord-Ouest Cameroun. Et il faut rappeler encore, à toutes fins utiles, que ce séminaire est une initiative de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Les détails avec Clémence Niamda et Fambala. Ce séminaire a permis d'outiller la vingtaine de participants venus des ONG et des administrations diverses sur les méthodes d'approche adéquates pour éradiquer ce fléau qui n'est tout autre que le non-respect des droits de l'homme, principalement celui des personnes vulnérables. Une occasion idoine pour évaluer la situation actuelle des droits et des libertés de l'homme dans la région du Nord-Ouest.
Un temps d'arrêt a été marqué pour évaluer la situation des enfants de la rue qui révèle qu'une nette amélioration est observée malgré quelques obstacles. On a trouvé que au bout de temps, il y a une nette amélioration. Les choses s'améliorent, mais doucement, doucement. Parce qu'on a encore beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup de rejets de la part d'une grande partie de la population. Il y a des méconnaissances, il y a l'ignorance, il y a la corruption. Puisque les habitudes ont, dit-on, la peau dure, des mesures rigoureuses sont également prises pour éradiquer ce fléau. Quand on sait qu'aux grands mots, il faut administrer des grands remèdes. La plupart des devoirs restent avec le défenseur des droits de l'homme. Parce que nous avons la Constitution, nous avons le Code civil, le Code de procédure civile, nous avons le Code pénal, nous avons les conventions que l'État a ratifiées qui nous donnent force de protéger et de promouvoir le droit de l'homme. Donc si on ne le fait pas assez, ça veut dire qu'on n'a pas assez exploité ces instruments qui nous donnent autorité. Une lutte qui pourra être menée à bout si et seulement si les uns et les autres se mettent véritablement ensemble pour défendre les droits de l'homme et des libertés. Cette note au bas de cette page nationale pour soutenir un confrère en difficulté. Il s'agit donc du journaliste Paul Tongué, directeur exécutif de Le Popoli et par ailleurs rédacteur en chef de Malaria, plus connu sous le pseudonyme de El Pacho, qui a reçu une visite plutôt très inopinée des Kidam. C'était cette nuit dans les courants de 2h et 3h30 du matin. Et ces derniers, c'est-à-dire les Marfra, après l'avoir neutralisé avec sa petite famille, ont emporté entre autres son laptop, des clés USB, le modem, des portables, les siens et ceux de son épouse, un sac à dos de voyage, un fer à repasser, les clés et le dossier de son véhicule, tout comme une copie de son mémoire de DEA, estipé de son classeur et bien d'autres objets importants. Et s'il a pu retrouver le véhicule jusqu'à l'heure, il espère également retrouver son laptop, témoin même de toute une vie de reporter. Et soit donc une union de prière qui serait très utile pour remercier le Tout-Puissant qui a pu l'épargner de la main de ces malfrats qui étaient plutôt mal intentionnés au regard de la difficulté et de bien d'autres services qu'il a subi au très profond donc de la nuit. À l'étranger, en Afrique du Sud, c'est déjà le début de la semaine de deuil national, le deuil officiel donc. Le pays est appelé à prier, à chanter et à danser pour Nelson Mandela. En Ukraine, des centaines de milliers d'opposants pro-européens réclament le départ du président de la République. Pendant ce temps, en Centrafrique, 400 morts en 3 jours à Bangui. La population réclame l'armée française dans les quartiers également. Le résumé de l'actualité internationale est avec la rédaction de C24. Les funérailles de Mandela, un événement d'envergure planétaire. Plus d'une cinquantaine de chefs d'État ou du gouvernement doivent se rendre en Afrique du Sud pour lui rendre hommage. Entre recueil et prière, le pays a entamé dimanche une semaine de deuil officiel qui s'achèvera le 15 décembre prochain par l'inhumation du héros de la lutte anti-apartheid à Konu, le village de son enfance. Plusieurs centaines de milliers d'opposants ukrainiens pré-européens réclament le départ de leur président. Ces derniers accusent Yanukovych de vendre leur pays à la Russie. De leur côté, les services spéciaux ukrainiens disent avoir ouvert une enquête pour tentative de prise de pouvoir. Une enquête ouverte contre X. Des cris, des chants et des danses pour accueillir des soldats français à l'ouest de la Centrafrique. 1600 hommes sont déployés dans le pays, mais c'est à Bangui que la situation reste la plus tendue. On compte plus de 400 morts en 3 jours dans la capitale. Pour François Hollande, le président français, les militaires de l'opération ont une priorité, mettre fin au massacre et désarmer les milices qui terrorisent la population.
Paris qui ose, c'est ainsi que Anne Hidalgo a baptisé son programme pour la mairie de la capitale. La candidate PS met l'accent sur les questions du logement et de l'urbanisme, des mesures assorties d'un investissement de 7 milliards d'euros. À droite, l'on voit dans ce programme une autocritique assez dérisoire du passé. Flora Coquerel, 19 ans, a été couronnée Miss France 2014. Entre deux répétitions pour le concours, la franco-béninoise a sûrement gardé un œil sur l'actualité, car une fois élue, elle s'est dite fière de représenter une France cosmopolite. C'est la fin de ce journal, c'était le paquet du soir, 20h, édition du 8 décembre 2013. L'information est en continu sur Camus 24. N'hésitez pas à aller également voir sur la toile sur camus24.net.